Ben-Gurion aurait été aussi très très inquiet par la situation économique, par le fait que des gens bientôt n'auront pas de quoi manger et que Israël a évolué dans une planète totalement différente que Israël qui a été créé par lui en 48. Boker Tov à nouveau, Shavua Tov, nous sommes le 22 novembre 2020, le 6 Kislev 5781, Daniel Aiko micro, Jonathan Eshkol à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité, une nouvelle semaine d'actualité sur Studio Kalita, une semaine d'actualité qui a débuté comme chaque matin avec un premier journal d'information que nous venons de vous présenter également sur les ondes de Radio J. Dans quelques instants, le premier invité de cette semaine, le premier invité de notre heure d'actualité sera Michael Bar-Zohar, le professeur Michael Bar-Zohar, biographe de David Ben-Gurion, et ce à l'occasion de la journée nationale de David Ben-Gurion qui est célébrée chaque année à la date hébraïque du décès du fondateur de l'État d'Israël, le 6 Kislev. C'était il y a 47 ans que disparaissait David Ben-Gurion. Nous allons parler avec Michael Bar-Zohar de cette personnalité emblématique de l'État d'Israël et nous essaierons de voir ce que David Ben-Gurion aurait dit de ce qui se passe actuellement dans l'État d'Israël, en particulier en cette période de pandémie. À 8h23, nous reviendrons assez brièvement sur l'exploit sportif du week-end. Je vous le disais dans le journal d'information pour l'État d'Israël, bien entendu. La médaille d'or remportée par le judoka israélien Peter Platchik, donc hier au championnat d'Europe de Prague. Et nous en parlerons avec Laurent Lévy, le PDG fondateur d'Optical Center, qui est le sponsor de Platchik et qui nous parlera de ce sportif de haut niveau et de leur rencontre il y a de cela plusieurs années. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens et à 8h40, quasiment sans transition, nous serons dans notre studio avec Shraga Bloom, journaliste qui sera désormais notre interlocuteur chaque dimanche en seconde partie, avec lequel nous allons débattre d'un sujet d'actualité ou d'un thème de société israélienne. Aujourd'hui, bien entendu, sans équivoque, le grand dossier d'actualité de ce début de semaine, c'est la libération de Jonathan Pollard après 30 années de détention dans un pénitencier, 5 années de liberté surveillée à New York. Jonathan Pollard est désormais, depuis vendredi, un homme libre et un homme que l'on attend en Israël avec une certaine impatience, même si apparemment, comme l'ont annoncé ses avocats, il faudra probablement patienter parce que Jonathan Pollard se préoccupe en particulier de l'état de santé de son épouse qui est gravement malade. Nous reviendrons sur cette affaire, une affaire qui a probablement marqué de manière assez dramatique les relations entre Israël et les États-Unis, même entre Israël et la communauté juive américaine. Nous en étudierons les différents aspects donc avec Shraga Bloom à partir de 8h40 et à 8h55. Nous terminerons cette heure d'actualité comme chaque matin avec la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Mais tout d'abord, je l'espère, en demandant à notre ami réalisateur Jonathan Eshkol de vérifier que tout est prêt. J'espère que nous sommes en ligne avec Michael Bar-Zohar. Michael Bar-Zohar, bonjour, Boker Tov. Michael Bar-Zohar, bonjour, Boker Tov. Il t'entend. Tov, je vous entends, je ne vous vois pas. Voilà, nous on ne vous voit pas non plus. Eh bien, on va demander à notre ami, demander à notre ami une petite rectification. Michael Bar-Zohar, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, Michael Bar-Zohar, bonjour, Boker Tov. Professeur Bar-Zohar, vous êtes, je le disais, biographe de David Ben-Gurion. Nous marquons ce dimanche le 6 Kislev, le 47e anniversaire de la disparition de David Ben-Gurion, le père fondateur de l'État d'Israël et une personnalité bien entendu emblématique pour l'État d'Israël. La première question que l'on ne peut pas ne pas vous poser en cette période extrêmement trouble et troublée de l'État d'Israël, où l'on parle beaucoup, de démocratie, de respect de la démocratie israélienne, de violation des règles de la démocratie israélienne. Qu'est-ce que David Ben-Gurion aurait dit de la démocratie israélienne actuellement s'il revenait parmi nous ? C'est une bonne question. Je pense qu'il aurait été complètement détruit en voyant ce qui se passe en Israël aujourd'hui, surtout qu'il n'y a pas de leadership dans le pays. Et aussi, il n'y a pas un sentiment parmi la population
que quelqu'un l'a conduit vraiment et que quelqu'un prend soin de ses problèmes. Ben-Gurion aurait été aussi très très inquiet par la situation économique, par le fait que des gens bientôt n'auront pas de quoi manger. Et je crois qu'il allait voir que Israël a évolué dans une planète totalement différente que Israël qui a été créé par lui en 48. Alors, Michael Barzoar, oui, nous avons quelques difficultés techniques à vous avoir. Peut-être qu'on va essayer non, on va vous garder malgré tout. Alors, parce qu'on a dit beaucoup de David Ben-Gurion que c'était un démocrate, mais que s'il n'avait pas pris au moment de la création de l'État d'Israël certaines mesures qui pouvaient d'une certaine manière ne pas être considérées comme démocratiques, eh bien, l'État d'Israël n'aurait jamais été ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai de dire ça ? Non, c'est pas vrai de dire ça. Dites-moi de quelle mesure il s'agit. Je ne savais pas qu'il y avait des mesures non démocratiques en créant l'État d'Israël. Pas du tout. Je pense que la décision avait été prise. Par exemple, le fait, à l'époque, ça paraissait tout à fait, enfin peut-être tout à fait normal, mais on raconte que c'est David Ben-Gurion qui vérifiait, validait les dépêches qui sortaient de Kol Israël, la radio israélienne. Est-ce que c'est vrai ou c'est une anecdote romancée, on va dire? Jamais entendu de cela. Jamais entendu parler de cela. Jamais vu une dépêche qui a été validée par Ben-Gurion ou pas. C'est vrai qu'il y avait une censure militaire très importante parce que Israël était en guerre, une guerre de vie et de mort. Et bien sûr qu'il y avait la censure. Mais ça, c'est une censure militaire qui n'avait rien à voir avec la personnalité de Ben-Gurion. Alors, on se pose aussi une question. En temps de crise, David Ben-Gurion a passé beaucoup de crises, bien entendu, la création de l'État d'Israël, la guerre d'indépendance, les autres guerres, la guerre du Sinaï également. Et il a été confronté à des difficultés énormes, comme par exemple l'aliyah massive de centaines de milliers de juifs et même plus, leur installation en Israël au début de l'État d'Israël, au début de l'existence de l'État d'Israël. Mais il n'a jamais été confronté à une telle pandémie comme nous la vivons aujourd'hui à l'heure actuelle. Vous pouvez imaginer ce que Ben-Gurion aurait fait dans cette situation, ou alors c'est difficile et c'est même peut-être impossible de... Évidemment, je parle à Ben-Gurion. Je parle à Ben-Gurion, mais il ne me répond pas. Alors, je ne vais pas vous dire exactement, mais comme lui, aucun leader du monde existant aujourd'hui n'a pas dû faire face à une pandémie comme dont vous parlez. Et surtout, vous voyez les grosses erreurs faites aux États-Unis, qui est supposé d'être l'État le plus avancé du monde. Quelle bêtise. Et aussi dans les États scandinaves, dont on parlait comme un exemple. Le monde est en face aujourd'hui. Il est en train de se mesurer à quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il ne connaît pas. Et n'oublions que tout cela nous lance des années en arrière. Ce ne sera pas le même monde quand nous allons jaillir et sortir de ce malheur qui est la corona. Alors Ben-Gurion, comme tous les autres, je ne sais pas s'il aurait su comment s'y faire, mais il aurait pu prendre des décisions et ne pas chanceler parmi des décisions différentes, comme aujourd'hui dans notre gouvernement et aussi dans les institutions de la santé, les ministères, les hôpitaux et tout ça. Par contre, il y a, Michael Barzoar, il y a un sujet qui tenait à cœur à David Ben-Gurion, ce sont les relations entre ce que le président de l'État actuel, Reuven Rivlin, appelait les différentes tribus de l'État d'Israël, les religieux, les orthodoxes, les laïcs, les arabes. Et je voudrais vous demander votre avis, parce que la pandémie, l'épidémie de coronavirus a reflété, on va dire, ce fossé qui sépare, malheureusement, dirons-nous certains, la communauté orthodoxe de la communauté, on va dire, de l'ensemble du reste de la population israélienne. David Ben-Gurion était préoccupé depuis, on va dire, presque depuis la création de l'État d'Israël par les relations avec le monde orthodoxe. On se souvient d'une rencontre avec le Chazon Ish qui est devenu presque légendaire.
est-ce que finalement, à la vue de ce dialogue qui était plutôt, dites-moi si je me trompe, un dialogue de sourds avec le Chazon Ish, eh bien, finalement, on voit que lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, le fossé reste profond entre ces différents courants, ces deux courants en particulier? Écoutez, les rapports entre laïcs et ultra-orthodoxes n'ont jamais été aussi graves et aigus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une hostilité totale à l'État qui n'existait pas quand l'État fut créé. N'oubliez pas qu'en 1948, il y avait même un parti ouvrier orthodoxe pour aller à Agudat Israël. Et il y avait seulement 400 garçons qui étudiaient dans les yeshivot par un accord de Ben Gurion avec les leaders du monde orthodoxe. Et c'est seulement en 1962 que ça a commencé à éclater, quand il y avait la fameuse histoire de Yossele, un petit enfant qui avait été kidnappé par son grand-père orthodoxe et passé en contrebande, je dirais, aux États-Unis pour fuir l'État d'Israël qui est devenu laïque. Mais avant cela, il n'y avait pas des collisions, pas de confrontations parmi les orthodoxes et les laïcs. Aujourd'hui, les orthodoxes ont pris des positions qui sont extrêmement graves sur le plan de la mobilisation à l'armée d'Israël et aussi sur le plan de cette pandémie. Je pense qu'ils sont en train de faire la guerre à eux-mêmes et aussi au peuple d'Israël. Pour la première fois, nous sentons qu'il y a un grand fossé entre nous et ça ne doit pas exister. Ils sont juifs comme nous. Alors, chaque année, cette journée de David Ben Gurion, à la mémoire de David Ben Gurion, se tient. Mais ce qui pourrait, d'une certaine manière, la différencier des autres années, c'est que pour la première fois, Michael Bar-Zohar, depuis la création de l'État d'Israël, eh bien, on peut dire que le parti travailliste n'existe quasiment plus. Selon les sondages, il ne passe plus le seuil d'éligibilité. Il est encore présent, presque moribond dans la classe politique israélienne. Et c'est le parti fondateur de l'État d'Israël. C'est le parti que Ben Gurion, Golda Meir, Rabin ont dirigé. Qu'est-ce qui est arrivé au fil des ans au Parti travailliste pour qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il est actuellement ? En effet, le Parti travailliste vient de mourir. Je pense que maintenant on essaie de le réanimer d'une façon tout à fait artificielle. C'est une catastrophe pour le mouvement travailliste. D'autre part, l'État a changé. J'ai créé moi-même un nouveau mouvement qui s'appelle Ardout, Unité, qui essaie maintenant d'unir les modérés et les saints d'esprit dans la gauche israélienne avec la droite israélienne pour créer un mouvement qui va combler, qui va disons, faire disparaître ce fossé de haine qui commence à se présenter entre gauche et droite. Et nous voulons créer vraiment une nouvelle façon de faire la politique en Israël, pas seulement entre gauche et droite, mais avec le centre qui va unir les juifs orthodoxes et les juifs laïcs, les juifs de gauche et les juifs de droite. Et je pense que Ben Gurion aurait aimé beaucoup ce que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il me disait toujours, Israël ne se dirige pas de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, elle se dirige du centre. Nous devons être au centre. Et le Parti travailliste, depuis longtemps, avait quitté déjà le centre et glissé vers l'extrême gauche, et en perdant tout le temps des sièges et aussi des leaders. Le Parti travailliste a fait une grande erreur en parachutant de nouveaux leaders à la place de ceux que vous avez mentionnés, Ben Gurion, Rabin, Golda, etc. Et le Parti travailliste a commencé à parachuter des officiers ou des gens qui probablement pourraient le sauver. Ça a commencé avec Amram Mitzna, le maire de Haïfa, ancien général. Ça a continué avec Barak, avec Gabay, avec Gantz. Et c'est pas le chemin. Donc, pour diriger ce pays et diriger un grand mouvement, les gens doivent
croître dans ce mouvement et pas être parachuté. Aujourd'hui, le peuple d'Israël cherche un Messie, un Mashiach. Oui. On se tourne vers Eisenkot, vers Huldaï, vers tout genre de personnes qui peut-être vont nous sauver. C'est pas les personnes comme ça qui vont sauver Israël, mais un mouvement de la base qui va créer un leadership commun de plusieurs personnes qui pourraient nous sortir de cette situation. Alors, Michael Barzoar, j'ai lu une information en préparant cette émission selon laquelle l'Institut de Sde-Boker, l'Institut David Ben-Gurion de Sde-Boker était menacé de fermeture, ce qui nous rappelle que l'un des grands projets de David Ben-Gurion, c'était le développement du Negev. Est-ce que ce développement de facto se produit ou alors finalement il est entravé par de multiples facteurs comme par exemple la présence, l'omniprésence, on va dire, certains diront, de bédouins, ou alors comme des difficultés économiques, ou là, tout simplement le fait que les Israéliens n'ont pas adhéré à ce rêve de Ben Gurion? Écoutez, ça, c'est trois questions différentes. Oui. Oui, le développement de Negev se poursuit d'une façon extraordinaire. La deuxième, les Bédouins, c'est un problème parce qu'il n'y a pas une réglementation de créer des villages, des villes où ils pourraient vivre d'une façon honorable. Et troisième, en effet, l'Institut Ben Gurion est auprès de fermeture. Et tout cela, pas parce qu'on oublie Ben Gurion, mais parce que une association qui s'appelle Yad Ben Gurion, ça veut dire la mémoire de Ben Gurion, ne fait que des bêtises. Regardez le centre Begin qui fleurit, le centre Rabin qui fleurit, et le centre Ben Gurion qui est en train de sombrer à cause d'un groupe de gens qui n'ont aucune compréhension comment faire pour préserver l'héritage de Ben Gurion. Et l'héritage, c'est aussi son institut au cœur du Negev, c'est aussi la population du Negev, et aussi une chose très importante, les normes morales, éthiques et légales, la justice, le fait que Ben Gurion rêvait un jour de faire d'Israël un exemple pour tous les peuples du monde. Et aujourd'hui, nous avons un problème avec notre propre peuple qui se bat dans une guerre féroce et idiote. Alors, une dernière question, Michael Barzoar. Je ne peux pas vous interroger ce matin sans avoir votre réaction sur la fin, on va dire, la fin de l'affaire Jonathan Pollard. Jonathan Pollard est désormais un homme libre après 35 années de détention. Vous qui êtes aussi un expert du Mossad israélien, vous connaissez l'affaire Pollard depuis longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin face à cette affaire, face à la fin de cette affaire Jonathan Pollard? Écoutez, l'affaire Pollard aurait dû être et pu être terminée depuis plusieurs années. Il y a eu aussi un genre de vendetta de certains éléments dans le ministère de la Défense américain qui avaient accusé Pollard non pas seulement de ce qu'il a fait et qui doit être puni, et il a été puni, mais aussi d'autres des choses fantastiques comme la trahison de certains agents secrets américains aux soviétiques pendant la guerre froide et tout genre de bêtises. Et il est resté en prison beaucoup plus longtemps que n'importe quel espion américain qui a été emprisonné. Et je pense que ça, c'est vraiment la cruauté à l'égard d'un homme qui a fait finalement quelque chose pas pour un ennemi, mais pour un État ami d'Israël, des États-Unis, qui avait tout simplement des renseignements qu'il ne voulait pas partager avec Israël concernant sa sécurité. Alors je comprends très bien Pollard, je ne comprends pas les Américains. Eh bien, juste un mot encore, Michael Barzoar, le Mossad a agi comme il le fallait dans cette affaire? Ce n'était pas une affaire du Mossad. L'affaire Pollard a été en fait organisée par un bureau du ministère de la Défense qui s'appelait le bureau
des relations scientifiques dirigées par un ancien maître espion qui s'appelait Rafi Eitan et qui avait créé un réseau d'espionnage aux États-Unis, c'est-à-dire un réseau qui avait en fait employé Pollard des États-Unis, ce qui était contraire à tous les rapports que nous avions avec les Américains et que le Mossad gardait religieusement. Le Mossad n'a jamais opéré aux États-Unis. Et c'est ce bureau qui était dans le ministère de la Défense avait en fait commis cette grosse erreur de jugement et cette bêtise d'employer un employé des services secrets américains d'espionner contre son propre service pour Israël. Ça, c'était une grande erreur et Pollard a payé le prix, ainsi que certaines personnes, des officiers de l'armée d'Israël, et Rafi Eitan lui-même, qui n'ont pu mettre le pied aux États-Unis sur terre américaine depuis ce moment-là, pendant 35 ans. Merci beaucoup, professeur Michael Barzoar, pour toutes ces précisions sur David Ben Gourion et également à la fin de notre entretien sur l'affaire Pollard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Bonne journée. Shalom. Shalom, shalom. Voilà, et sans transition, nous sommes à 4 minutes de la revue de la presse et des médias israéliens.